Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui, c'est un récapitulatif de ce que nous avions vu auparavant. Mais pour commencer, j'aimerais bien étudier avec vous ou discuter avec vous certains paramètres qui nous seront utiles dans la suite de ce cours. Certains paramètres qui sont très utilisés en physiologie animale. Et ces paramètres, on commence tout d'abord par les expressions de concentration. Il y a différents types d'expressions de concentration. La concentration, c'est la quantité d'un soluté dans une solution. Alors, nous avons la concentration pondérale. Pondérale, elle est exprimée en grammes par litre. Concentration, on peut aussi l'appeler concentration massique. Nous avons la concentration molaire. La concentration molaire correspond au nombre de moles qui existent par rapport à un litre. Il y a une autre expression, mais qui n'est pas très utilisée, l'expression molale. Les expressions molales, c'est la concentration molale, c'est exprimé en mol par kilogramme de solvant. Mais celle-là, elle n'est pas très utilisée. Nous avons la concentration osmotique, qui est exprimée en osmol par litre. Et nous avons la concentration ionique, ou aussi on peut l'appeler la concentration équivalente, qui est exprimée en équivalent par litre. Voilà les différents types d'expressions de concentration d'un soluté dans une solution. Et on peut, à partir de là, comme vous le voyez ici, on peut passer d'une concentration pondérale à une concentration molaire, et on peut passer aussi d'une concentration molaire à une concentration osmotique, et on peut passer d'une concentration molaire à une concentration ionique. Donc, le passage, il est très facile. On va prendre quelques exemples pour montrer ce passage d'une concentration à l'autre. Alors là, si nous avons une mole de glucose par litre, c'est une concentration de glucose, concentration molaire. Nous avons une mole de glucose. On peut passer de cette concentration molaire à une concentration osmotique. Une mole de glucose, il a une certaine caractéristique osmotique, correspond à une osmole. Donc là, nous sommes passés de la concentration molaire à une concentration osmotique. Pour le cas du glucose, une mole de glucose correspond à une osmole. Mais dans le cas où on a un soluté ionisable comme le NaCl, le NaCl, c'est un peu différent. Ici, nous avons le glucose, c'est un soluté non ionisable. Par contre, le NaCl est un soluté ionisable. Si on a une mole de NaCl, cette mole de NaCl, elle va nous donner une mole de Na+. Quand on va mettre le NaCl en solution, il va se dissocier. Il va nous donner une mole de Na+, et une mole de Cl-. Ce qui fait, dans notre solution, nous avons deux moles, une mole de Na+, et une mole de Cl-. Et nous avons dit une mole correspond à une osmole. Là, ça va nous donner une osmole, et là, ça va nous donner une osmole. Ce qui fait qu'une mole de NaCl, elle va nous donner deux osmoles. La concentration, là, elle va être un peu changée. Je vais prendre un autre exemple, par exemple le CaCl2. Si je prends, par exemple, le CaCl2, nous avons le CaCl2,
Si on prend une mole de CaCl2, elle va nous donner une mole de Ca2+, et 2 moles de chlore. Une mole ici, ça correspond à une osmole, et 2 moles ici, ça correspond à 2 osmoles. Ce qui fait, on va avoir donc, le passage de la concentration molaire à la concentration osmotique, ça va se transformer là en 3 osmoles. Pour ce qui est de la concentration ionique, là c'est un peu différent. Si on prend une mole de glucose par litre, là pour passer à la concentration ionique, on va avoir 0. La concentration ionique ici, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que le glucose, quand on le met en solution, il ne va pas s'ioniser. Par contre, si on a un solide ionisable comme le NaCl, si nous mettons une mole de NaCl, ça va nous donner une mole de Na+, et une mole de Cl-. Là, nous avons le sodium qui porte une charge. Et cette charge électrique, on peut la calculer. Dans une mole, nous avons, dans une mole, nous avons 6,02 10 puissance 23 particules. Et chaque particule, elle porte une charge de 1,6 10 puissance moins 19. Ce qui va nous donner, c'est que cet atome de sodium, elle porte une charge qui est égale à 96 500 coulombs. Vous voyez? Donc ici, cette mole, elle porte une charge de 96 500 coulombs. Et c'est cette charge qu'on appelle l'équivalent. Ça, c'est un équivalent. Le même raisonnement, on peut l'appliquer sur la mole du chlore. Là aussi, donc le chlore, il porte une charge négative, mais si on calcule cette charge, elle est de 96 500. Donc ce qui fait là aussi. Donc nous avons 2 équivalents. Une mole de NaCl, elle va nous donner 2 équivalents par litre. La mole de Na+ nous donne un équivalent, qui est celui-là, et la mole de Cl- nous donne un équivalent, une charge, qu'on a donné le nom d'équivalent, ça nous donne 2 équivalents. Si je vais donner aussi un autre exemple pour que ça soit plus clair, et là, je vais encore reprendre le CaCl2. Si nous prenons une mole de CaCl2, c'est un solide ionisable, il va nous donner une mole de Ca2+, et 2 moles de Cl-. Chaque charge est représentée par un équivalent, 96 500 coulombs. Et là, nous avons 2 équivalents. Et là, nous avons 2 équivalents. Ce qui fait le passage de la concentration molaire à la concentration ionique. Dans ce cas, ici, on va passer d'une mole à 4 équivalents. Les charges, ces 2 charges-là, chaque charge correspond à un équivalent, plus les 2 charges ici, 2 fois ce moins-là. Donc ça va nous donner 4 équivalents. Voilà ce qui est les différents types d'expressions de concentration. Maintenant, je vais essayer de vous parler un peu d'un terme qui est très utile en physiologie animale,
est le phénomène d'osmose. Ce phénomène d'osmose a été bien élucidé, bien découvert, si vous voulez, par Henri Dutrochet, par sa fameuse expérience, l'expérience de Dutrochet, au niveau de laquelle il nous explique ce phénomène d'osmose. De quoi s'agit-il? Voilà le dispositif que Dutrochet a utilisé. Nous avons ce dispositif-là, dans lequel nous avons deux compartiments, un compartiment A et un compartiment B. Les deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable, c'est-à-dire qui laisse passer l'eau, mais pas les solutés. Et nous avons mis de l'eau comme ça, et nous avons mis, dans ce compartiment-là, nous avons mis de l'eau, au même niveau que celui du compartiment B, mais dans le compartiment B, nous avons mis des solutés qui ne peuvent pas passer de l'autre côté. Ces solutés, elles vont avoir un effet sur le mouvement d'eau. Les solutés vont attirer, si vous voulez, les molécules d'eau. Alors, ce qui fait, les molécules d'eau qui sont ici vont être attirées par les solutés qui sont là. Et c'est ça qui fait, c'est ça ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. L'eau, il se déplace toujours d'un milieu hypotonique, c'est-à-dire là où il n'y a pas de soluté, vers un milieu hypertonique. C'est-à-dire qu'il se déplace selon un gradient de concentration. Selon un gradient de concentration. Plus la concentration d'un soluté existe dans un compartiment, l'eau va passer vers ce compartiment où il y a les solutés. C'est ça le phénomène d'osmose. Mais s'il y a passage de l'eau de ce côté-là vers ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer du point de vue du niveau d'eau? Le niveau d'eau va augmenter ici à ce niveau. Donc le niveau d'eau, il va augmenter, c'est tout à fait normal. Regardez, donc il va monter jusqu'ici. Par contre, ici, puisque l'eau s'est déplacée dans ce sens de A vers B, le niveau d'eau va baisser. Et là, nous avons une dénivellation comme ça, très importante. Alors là, il y a un déplacement. Il y a un déplacement d'une quantité d'eau vers le haut. Donc il y a quand même une certaine force. Et c'est cette force, c'est la pression osmotique. C'est la pression osmotique. Donc ici, c'est le delta H, la variation de ce niveau d'eau ici correspond à une certaine force. Si nous mettons un piston ici à ce niveau, qui est très sensible à la variation de la pression, et on le relie à un appareil qui mesure cette force, il va nous donner cette pression qu'on appelle la pression osmotique, Donc c'est une pression qui est due à cette concentration osmotique de ces solutés, à ce déplacement d'eau. Pour ce qui est la pression partielle. Qu'est-ce que c'est une pression partielle? Surtout la pression partielle d'un gaz. Je prends toujours l'exemple de dans cette salle, nous avons dans cette atmosphère, nous avons 3 gaz essentiels avec des proportions vraiment différentes. Nous avons l'azote qui présente 78%. Nous avons l'oxygène qui représente 21% de cet espace, et nous avons les autres gaz, et le gaz qui nous intéresse le plus, c'est le CO2 qui est très faiblement représenté, il représente 0,03%. Ces gaz, que ce soit l'azote ou l'oxygène ou le CO2, si on prend ce gaz et on le met dans une enceinte, il va exercer une certaine pression, et cette pression qu'on appelle la pression partielle de l'azote
là, l'oxygène, il va exercer une pression partielle, qu'on appelle la pression partielle de l'oxygène. Le CO2, il va exercer une pression qu'on appelle la pression partielle de CO2. Et la somme de ces trois pressions constitue ce qu'on appelle la pression barométrique. C'est la loi de Dalton. Donc la loi de Dalton, elle nous dit que la pression barométrique est égale à la somme des pressions partielles des gaz qui composent cette atmosphère. Et là, nous avons la PO2, la PCO2 et la PN2. On peut calculer cette pression partielle en transformant cette équation, et on va avoir la pression partielle d'un gaz, X, est égale à la pression barométrique multipliée par la fraction de ce gaz. Comme ici, la fraction de ce gaz, par exemple, le cas de l'azote, c'est 0,78. Le cas de l'oxygène, c'est 0,21. Le cas du CO2, c'est 0,003. Voilà pour ce qui est la pression partielle. Pour ce qui est la pression oncotique, on va essayer de l'expliquer de cette façon. Supposons là, nous avons un récipient qu'on a séparé avec une membrane dialysante en deux compartiments A et B. Une membrane dialysante, c'est une membrane qui laisse passer l'eau et les solutés de faible poids moléculaire, mais qui ne laisse pas passer les molécules de grande taille. Et là, nous avons mis des solutés ici, des solutés là, mais la seule différence, c'est qu'ici, nous avons un soluté très important. Dans un premier temps, nous sommes dans l'état, il est dans un état déséquilibré. Le système, il doit tendre vers un équilibre de charge et de concentration entre les deux compartiments. Il va y avoir des placements des solutés dans les deux sens pour qu'il y ait un certain équilibre de charge. Mais on sait que les protéines portent des charges au niveau de leur surface, et ces charges, elles vont attirer certains ions qui vont se coller sur la molécule de protéine. Donc la molécule de protéine, elle va empêcher la migration de certains ions pour passer du compartiment A vers le compartiment B. Ce qui fait, on va avoir un petit excès d'ions ici à ce niveau. Et ça va aussi attirer l'eau dans ce sens. Parce que ici, nous avons un excès quand même d'ions qui sont restés collés sur la protéine. Et ça va exercer une certaine concentration osmotique qui va attirer l'eau pour venir du compartiment B vers le compartiment A. Et c'est ça ce qu'on appelle la pression oncotique. Bon voilà, maintenant on va passer à ce qu'on avait dit, le milieu intérieur. Ce milieu intérieur, c'est un compartiment liquidien qui s'interpose entre les cellules de l'organisme et le milieu environnant. Ce milieu intérieur joue un rôle très important dans la protection de la stabilité de l'organisme. Avant de parler de la régulation du milieu intérieur, on va essayer de parler de sa composition. Et l'élément principal, le premier, puisque c'est un compartiment liquidien, c'est l'eau. Pour mesurer l'eau, il y a des techniques qui se basent sur ce principe. Supposons là que nous avons un récipient dans lequel nous avons mis de l'eau. On veut mesurer quel est le volume d'eau qui existe dans ce récipient. Il y a une technique très simple, c'est-à-dire on va mettre un colorant. Un colorant, on va mettre X grammes d'un colorant. On va le mettre ici et on va homogénéiser ici, donc pour que ça soit homogène ici. Donc on va remuer et on va donc on va homogénéiser ici par agitation pour avoir une coloration homogène au niveau de tout le récipient. Et après, on va prendre un échantillon de cette eau et on
on va mesurer la concentration de ce colorant dans cet échantillon en utilisant un spectrophotomètre pour mesurer la densité optique. Et là, on va avoir la concentration de l'échantillon qu'on va l'exprimer en grammes par litre. Et on applique l'équation suivante. Le volume est égal à la quantité injectée, la quantité que nous avons mis dans le récipient, qui est égale à X grammes, sur la concentration de l'échantillon, sur la concentration de l'échantillon qui est exprimée en grammes par litre. Et là, regardez bien, donc on va avoir les grammes qui vont disparaître et on va avoir X litres. Voilà, c'est une technique très simple que l'on utilise pour mesurer un volume liquidien quelconque. Au niveau de l'organisme, comment on va procéder? Je vais reprendre ce schéma. Là, nous avons le liquide intracellulaire et nous avons le liquide interstitiel et nous avons des liquides plasmatiques. Nous avons là trois compartiments, un compartiment cellulaire, un compartiment interstitiel et un compartiment vasculaire. On va considérer ce compartiment comme le récipient dont je vous ai montré tout à l'heure. Et on va essayer de mesurer le volume d'eau dans ces différents compartiments. On va appliquer le même principe. Seulement, chez un être vivant, il ne faut pas utiliser n'importe quel colorant. Il faut que ce colorant doit répondre à certains critères. Et parmi les critères, c'est que ce colorant doit être solide dans chacun des compartiments. Il doit être non toxique. Il doit être non métabolisable. Et il doit rester dans le compartiment de mesure. Si par exemple nous voulons mesurer le volume plasmatique, il faut un colorant qui doit rester ici dans le compartiment vasculaire pour ne pas fausser les calculs. Si on veut mesurer le volume total, par exemple, il faut utiliser un soluté qui diffuse dans tous les compartiments. Et comme ça, on peut mesurer les volumes. Nous avons différents colorants, différents indicateurs qui nous permettent de mesurer le volume. Par exemple, le bleu Evans. Le bleu Evans, c'est un produit qui reste dans le plasma, qui reste dans le réseau vasculaire. Il ne peut pas traverser la paroi vasculaire puisque ce colorant il va se fixer à des molécules, à des grosses molécules telles que l'albumine, donc il ne peut pas passer ici. Donc c'est un bon indicateur, c'est un bon colorant qui nous permet de mesurer le volume plasmatique. L'énuline, c'est un sucre qui traverse la paroi vasculaire, mais qui ne peut pas rentrer à l'intérieur de la cellule. L'énuline, c'est un bon marqueur qui nous permet de calculer le volume d'eau extracellulaire. Pour mesurer le volume total, on utilise le magnétone ou on utilise l'autricier. Donc l'autricier, il peut passer à travers toutes les membranes. On utilise par exemple l'urée. L'urée, c'est une petite molécule qui peut traverser tous les compartiments. Et là, on peut avoir des mesures sur le volume total. Pour d'autres espaces, comme le liquide interstitiel, on peut le calculer, c'est-à-dire on peut prendre le volume extracellulaire, donc ceci, moins le volume plasmatique, il nous donne le volume interstitiel. Si on veut savoir quel est le volume intracellulaire, le seul moyen c'est d'avoir le volume total moins le volume extracellulaire. Et ça va nous donner le volume intracellulaire. Voilà comment on fait pour mesurer le volume liquidien au niveau de l'organisme.
Du point de vue quantité d'eau au niveau de l'organisme, nous savons que l'eau au niveau de l'organisme représente chez l'homme 60% de son poids corporel. 60% correspond à 42 litres. L'eau, ici, 42 litres, elle est répartie entre ces différents compartiments. Le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire. Au niveau du compartiment extracellulaire, nous avons 20% de cette quantité. Et au niveau intracellulaire, nous avons 40%. On peut exprimer ce pourcentage sous forme de fraction. Nous avons ici 20% par rapport à ça, ça représente le 1/3. Et celui-là, ça représente les 2/3. OK? Et là, on va dire que les 42 litres, il y a le 1/3 des 42 litres se trouvent au niveau extracellulaire et les 2/3 de ces 42 litres se trouvent au niveau intracellulaire. Ce qui fait, on va avoir ici le 1/3 de 42, ça nous fait 14 litres. Alors ici, on va avoir 28 litres. Voilà. Donc nous avons 14 litres au niveau extracellulaire et 28 litres au niveau intracellulaire, ce qui nous fait 42 litres au total au niveau de l'organisme. Aussi, au niveau extracellulaire, l'eau de cette quantité, c'est-à-dire les 14 litres, elles sont subdivisées en deux, le liquide plasmatique et nous avons le liquide interstitiel. Le liquide plasmatique occupe 5% et celui-là occupe 15%. En fraction, ça va nous donner 1/4 sur, et là nous avons 3/4. Et là, nous avons la quantité d'eau au niveau plasmatique qui représente le 1/4 de ce qui est extracellulaire, ce qui correspond à 3,5 litres. Et les 3/4 de ces 14 litres, ce qui nous donne 10,5 litres. Voilà comment elle se répartit cette eau. Voilà ce qu'il y a à dire concernant ce résumé bref des séances précédentes. Merci pour votre attention.